Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je vais vous parler de mes 10 jeux préférés de tous les temps. Et on commence tout de suite par le numéro 10. Il s'agit de Terra Mystica, un jeu de... Et là attention, on met son parachute, on s'accroche, on va essayer de dire les noms. Il va y avoir des cuts dans tous les sens parce que c'est pas possible, c'est des noms à s'arracher une molaire. Jens Drogmüller, j'espère que je prononce bien, avec son acolyte LG Ostertag. Voilà, j'ai mis des G, des jeux, des trucs. Bon, c'est pas. Donc Terra Mystica, c'était en gros un Eurogame quand il est sorti. Il n'y en avait pas tellement en fait de cette ampleur-là, de cette qualité-là. À l'époque, je me souviens, je crois qu'on était sur des tarifs, alors je vais te dire une bêtise, mais je crois qu'on était dans les 60 euros. Et je me souviens qu'il y avait une espèce de... Quand j'avais acheté, je me suis dit, bah, ça y est, il y a un côté, il y a le prix psychologique, le prix plancher est dépassé. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas vraiment des jeux à ce tarif-là. C'était assez... maintenant, c'est un peu plus normal, on va dire, normalisé. En tout cas, il y en a beaucoup plus. À cette époque-là, il n'y avait pas trop ça, donc j'avais mis 60 euros dans le jeu. Voilà, ça m'avait marqué vraiment. Donc c'est un Eurogame, un des meilleurs Eurogames, je pense, qui existe depuis l'invention des Eurogames, depuis la nuit des temps. Donc c'est plutôt un jeu de gestion dans lequel on va faire de la prise de territoire, de l'évolution, mais aussi il y a un système de majorité pour compter ses points. On a plusieurs peuples différents, donc il y a une rejouabilité mais monstrueuse. D'aucuns diraient qu'il existe des joueurs qui ont fait plus de milliers de parties. Oui, oui, c'est possible. Moi, je ne sais plus à combien... J'arriverai même pas à me rappeler. J'en ai fait pas mal, parce que c'était une période aussi où j'organisais beaucoup de soirées chez moi, parce que j'étais sur un site qui s'appelle OVS, On va sortir. Donc j'organisais énormément de soirées, ce qui me permettait d'avoir toujours des joueurs frais et dispo pour s'engager dans des parties de plusieurs heures, car Terra Mystica c'est quand même du costaud, du lourd. Je me souviens qu'à l'époque, voilà, ça fait partie des premiers jeux auxquels il a fallu se pencher dans les règles et se dire, oula, c'est chaud quand même, non? Donc voilà, ça reste pour moi une super expérience. Je pense que j'ai pas fait un quart des possibilités du jeu, malgré les nombreuses parties qui doivent... Je pense que j'ai dépassé la cinquantaine facile, mais je parle pas de mon âge, hein, mais du nombre de parties. Et vraiment, je pense que j'ai pas fait tout le tour, j'ai pas joué tous les peuples à fond, car vraiment chaque peuple a ce qu'on appelle la symétrie, il y en a vraiment beaucoup dans ce jeu. C'est un jeu qui a su aussi se renouveler avec une extension, donc Fire and Ice, rien à voir avec Game of Thrones, qui vraiment amène quelque chose. Souvent les extensions, c'est pas, voilà, on va dire que c'est un peu bancal. Parfois ça apporte vraiment quelque chose de nouveau, d'autres fois c'est inutile voire cosmétique. Ça changeait complètement la manière d'appréhender le jeu, avec certains changements de règles, des nouveaux peuples en fait, qui utilisaient les pouvoirs, des actions, de manière complètement différente de ce qu'on avait été habitué avec les peuples du jeu de base. Donc vraiment, il y avait un renouveau du jeu. Pareil, le plateau avait été repensé, car malheureusement, c'est pas un jeu exempt de défauts. Il a quelques petits points négatifs, notamment les placements sur les terrains. On va dire que chaque peuple a des ouvertures possibles, des territoires sur lesquels il faut bien se placer en début de partie. Ce que j'ai pas parlé, et qui pour moi fait que ce jeu, en tant qu'Eurogame, a vraiment amené quelque chose, qui depuis, à ma connaissance, a peu été réutilisé, c'est le côté je dois me placer à côté des adversaires pour en profiter. C'est vraiment ce côté-là où en fait, d'habitude, quand on est sur de la prise de territoire, on va essayer de se placer pour bloquer, pour voir s'éloigner des autres, pour pouvoir se développer tranquillement dans son territoire. Et dans Terra Mystica, le mieux c'est quand même de se placer à côté. En tout cas, il y a des peuples qui sont vraiment favorisés par ça. La mécanique du jeu qui permet d'avoir des réductions, des petits bonus, etc. quand on se place à côté est très importante. Donc il y a vraiment un côté, on va essayer de bloquer les autres, et en même temps, on va essayer de se placer stratégiquement. Et ça vraiment, c'est ce qui fait cette richesse. C'est cette petite mécanique toute simple. Alors tout le reste du jeu est très bien, hein, mais c'est ça qui faisait vraiment, pour moi, le petit plus, la petite différence que d'ailleurs on retrouve très peu. Et on retrouve très peu, sauf que quelques années après, ils ont sorti donc les mêmes auteurs, que je ne reprononcerai pas le nom, sinon il y a des dictionnaires qui brûlent dans le monde, ont sorti donc Projet Gaïa, qui est en fait un Terra Mystica retravaillé. C'est exactement les mêmes règles, sauf qu'ils ont amélioré certains points qui justement faisaient un peu défaut dans le premier. Et surtout, ils l'ont rethématisé.
Donc là, cette fois-ci, c'est dans l'espace. Avant, on était dans du Medfan, quoi. Et dans l'espace, en fait, ça acquiert une certaine logique, une certaine cohérence dans les règles. Et j'ai trouvé ça encore plus facile à expliquer. Parce que le jeu est quand même assez dense, il y a beaucoup d'infos. Et là, en fait, dans l'espace, tout devient cohérent, le plateau est hyper lisible. En fait, pour moi, la version Projet Gaia est clairement supérieure à Terra Mystica. En termes de sensations, de durée de partie, de profondeur de jeu. Pareil, il y a moins d'asymétrie. Enfin, l'asymétrie est toujours présente, mais elle est moins marquée que dans Terra Mystica. Et bizarrement, moi, c'est ce qui me plaît en général, l'asymétrie. Ben, là, au contraire, ça ne porte pas défaut parce qu'ils l'ont déplacé ailleurs. Ils ont rendu ça vraiment plus intéressant. Mais malgré tout, malgré que Terra Mystica soit un vieux jeu, hein, je ne sais plus, on va faire 5-6 ans, peut-être même plus, je dis pas de bêtises, ils sortent une nouvelle extension qui arrive là, qui s'appelle les Marchands de la Mer, je crois, si je dis pas de bêtises, avec nouveaux bâtiments, nouvelles manières de scorer, etc. Donc du coup, je trouve ça vraiment intéressant qu'un jeu assez ancien comme Terra Mystica, qui malgré tout a une sacrée communauté, hein. Si on regarde sur Internet, il y a des gens qui simulent des parties, il y a toujours des choses comme ça. Même Projet Gaia a alors peut-être une plus petite communauté, je dirais, je sais pas. Je sais pas comment évaluer laquelle des deux la plus présente sur le net. Toujours est-il, voilà, qu'ils sortent une nouvelle extension, et je trouve ça en fait assez sympa de faire perdurer un jeu comme ça sur le temps, qui est pas forcément ni dans l'actualité, ni dans les boutiques d'ailleurs, hein. Je pense que Terra Mystica, je suis même pas sûr je sais pas s'il est encore édité, ça c'est la surprise du chef. Enfin voilà, c'était mon numéro 10. En numéro 9, c'est l'adaptation française de Reverse Charades, en français Stand-Up, allez savoir pourquoi. Un jeu d'ambiance des frères Porter, rien à voir avec Harry, là c'est Scott et Brice. Pour moi, un des meilleurs jeux d'ambiance du secteur. Vraiment, je crois qu'il est plus édité, je crois que c'était Yellow, on va mettre un mauvais point à Yellow. On mettra plein de mauvais points à Yellow, de toute façon. Je crois qu'il n'est plus du tout édité, je crois qu'il y a eu 2 saisons, 2 boîtes, avec des nouvelles choses. Donc stand-up, c'est vraiment... Alors je vous ai dit, hein, j'organisais beaucoup de soirées-jeux chez moi. Il y avait des soirées que j'appelais ambiance cadeau. C'est-à-dire que tout le monde devait acheter un cadeau à moins de 5 euros. Et si possible, quelque chose de très inutile, voire un peu bizarre. Et toute la soirée, donc on faisait des jeux d'ambiance. Et en fin de soirée, l'équipe ou les joueurs qui avaient été les plus performants, on va dire, même si on était là pour rigoler, pouvaient choisir en premier un cadeau parmi les autres, évidemment pas le sien, sinon ça n'aurait pas de sens, etc. Donc voilà, c'était assez rigolo. Et donc j'ai essayé plein de jeux d'ambiance, et parmi les tops, le best-of, c'était vraiment Stand-Up, celui qui a le plus marché. Donc Stand-Up, c'est un jeu de mime, hein, c'est tout simple, c'est un jeu de mime par équipe, sauf que il y a un spectateur et des acteurs. C'est-à-dire que d'habitude, dans un jeu de mime, si on prend le Time's Up ou des jeux comme ça, avec des up un peu partout, et ben en fait, il y en a un qui mime et tous les autres qui essayent de deviner ce qui est mimé. Là, c'est complètement l'inverse. Il y en a un donc qui est spectateur, qui est tout seul, et c'est le reste de l'équipe qui devient acteur, qui doit mimer quelque chose. Évidemment, on ne peut pas se consulter. Par contre, on peut utiliser tous les éléments de la pièce. Donc on va avoir des mimes, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Je me rappelle qu'il y avait Chantier, je crois, ou Engin de chantier. Il y avait, il me semble qu'il y avait Bénure ou le Seigneur des Anneaux. Enfin, il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est frénétique, c'est énergique. Moi, je disais toujours, surtout pour les femmes qui venaient jouer, je leur disais surtout de ne pas se mettre en jupe ou autre, mais de mettre un vieux pantalon dégueulasse. On n'était pas là pour faire un défilé, même les messieurs, hein, voilà, de bien se mettre à l'aise, parce que très vite, voire dès le premier mime, voire le deuxième, les gens sont vite à 4 pattes. On va chercher des lampes un peu partout. On va vraiment... moi, ce que j'aime surtout dans le jeu, c'est la compréhension du metagame, ce qu'on appelle. C'est-à-dire ce moment où, au début, chacun part de son idée. On lit tous la même carte. Et ensuite, chacun essaye de mimer au mieux ce qu'il a vu. Sauf que ça ne marche pas. Très vite, les joueurs vont comprendre qu'en fait, il faut mimer avec les copains. Que c'est vraiment un tableau de groupe qu'il va falloir faire, vraiment. Et donc très vite, on a des gens à 4 pattes, des gens derrière qui hurlent, ça part dans tous les sens, on compte plus les points. En fait, je suis même pas sûr qu'on les ait un jour comptés. Compter les points, c'est quand une carte est trouvée,
hop, en fait, sur un temps limité, on doit faire trouver le plus de cartes possible, et on les garde quand on les fait deviner, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Le but, c'est juste de s'amuser. Les équipes continuent, on se mélange, on rechange, on fait ça pendant 2 heures, on est épuisé. Voilà, c'était l'ancêtre de la Zumba, je pense. Donc voilà, stand-up, je ne sais pas pourquoi il est plus édité, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il aurait encore sa place dans le secteur actuellement, parce que ça fonctionnait très bien, très très bien. En numéro 8, je vais vous parler d'un des meilleurs jeux de backbuilding du monde. En fait, backbuilding, c'est quand on met des éléments dans un sac au fur et à mesure de la partie et qu'on va les piocher un certain nombre pour faire notre tour de jeu. Orléans, c'est pas celui qui a inventé le système, mais en tout cas, c'est celui qui l'a le mieux utilisé. Et c'est un système qu'on ne retrouve pas beaucoup. Enfin, j'aimerais plus qu'il soit exploité, plus utilisé. On l'a revu dernièrement dans les charlatans de Belkacem, mais en tout cas, voilà, c'est pas. Je pense que c'est encore un système qui a de belles choses encore à inventer. Donc Orléans, c'est de Rainer Stockhausen, ou un nom comme ça. On va dire qu'on est assez proche dans l'idée. Hein. Au pire, il y a des bases de données sur Internet où je mettrai les noms. Car je n'ai même pas honte de ma mauvaise prononciation. Moi, j'ai fait italien à l'école. Donc forcément, tout ce qui est allemand, anglais, tout ça, je n'y pique pas un mot. Et encore, je m'avance peut-être, parce que si après, je spoil un peu, mais peut-être qu'après, j'ai des jeux avec des auteurs italiens, et là, je vais aller malin, parce que je ne sais pas plus les prononcer. Bref, donc Orléans, c'est impossible pour moi d'en parler sans parler d'un jeu qui l'a précédé. Alors, je ne me rappelle pas s'il l'a vraiment précédé dans les étals ou dans les échoppes, mais en tout cas, je l'ai acheté avant qu'il arrive. C'était Hyperborea, qui est pareil, un système de backbuilding, et qui à l'époque était... alors je ne sais pas s'il y avait d'autres jeux qui existaient, mais pour moi et le groupe d'amis avec qui on jouait, c'était révolutionnaire entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais connu un système comme ça. C'était génial. Hyperborea, je suis obligé d'en parler parce que au-delà du fait que ce soit un... Comment on pourrait appeler ça? C'est un Eurogame, c'est-à-dire qu'il y a de l'améritrage, il y a de la conquête de territoire, et en même temps, il y a du jeu à l'allemande, c'est-à-dire vraiment du jeu de gestion, etc., avec ce système donc de backbuilding, comme je vous le disais. On récupérait en fait des petits cubes de couleurs qu'on pouvait placer sur un plateau personnel qu'on avait, donc il y avait plusieurs peuples, et ça nous permettait en fait de préparer et d'activer des actions quand on réussissait à avoir... Hyperborea, c'est un jeu que j'ai adoré, et en même temps qui m'a le plus déçu, vraiment. C'est-à-dire que à la fin, je crois quand je l'ai revendu, je crois donc on avait les petites feuilles de score, et on avait fait à peu près entre 50, il y avait plus d'une cinquantaine de parties. On n'était pas allé à 60, mais on n'était pas loin de la cinquantaine. Sur cette cinquantaine de parties, sans mentir, il y en a au moins 20-25 de foutus, foirés. Parce que c'est un jeu, c'est simple, quand on le sortait, et on l'a beaucoup joué, on jouait beaucoup avec les mêmes amis. D'ailleurs, c'était un jeu que je crois qu'on pouvait jouer à 6. Il me semble qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de jeux qui se jouaient aussi nombreux. Donc ça me plaisait en fait d'avoir beaucoup de monde autour de la table. Mais c'était un jeu, quand on le sortait, il fallait aller voir la FAQ sur le net. Les règles, elles étaient nazes, mais vraiment... en fait, le jeu était buggé. Je ne sais pas si le jeu n'avait pas été testé ou joué, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, nous, dès les premières parties, on tombait sur les bugs. Il y avait des systèmes qui ne marchaient pas. Je crois qu'il y a des problèmes dans la traduction. Enfin bref, pendant des semaines, on s'est tapé des FAQ, des nouvelles mises à jour de règles, de points de règles, etc. Ce qui fait que pendant une bonne vingtaine de parties, on n'a pas joué au vrai jeu, quoi. Et c'était extrêmement frustrant, car c'était pas un jeu qui jouait en 1 heure. Donc quand on fait 2h30 de partie où ça bug, ça ne va pas, il y a des choses qui ne marchent pas, on n'était pas très content en fait. On était excité. En fait, le jeu était très excitant parce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient. En tout cas, la promesse, elle était tellement belle qu'on avait envie d'y être. Mais à chaque fois, on se disait, mais c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'est la première phase. Et ensuite, de 20 à je dirais, 30, de 20 à 30 ou 35, on s'est rendu compte, une fois que le jeu fonctionnait, qu'il n'y avait plus tous ces bugs, qu'il était mais complètement déséquilibré, quoi. Alors peut-être que pour de l'améritrage, ça peut fonctionner,
Mais pour nous, c'était impensable. C'est-à-dire que dès le début, il y avait certaines cartes, certains pouvoirs. Ben, on savait que quand ils étaient pris, c'était foutu. La partie était pliée, il n'y avait aucune possibilité de revenir. On s'est mis en fait à le fignoler, à le rééquilibrer à notre manière, voilà, sur des cartes pouvoir, sur des cartes qu'on pouvait récupérer, même sur des territoires, sur le plateau, parce que c'était un plateau modulaire, avec aussi donc la prise de territoire, on avait des petits personnages, c'est-à-dire que le matériel était vraiment top, enfin pour l'époque et pour le prix, ça valait vraiment, on était dedans, quoi. Tout faisait qu'on avait envie d'y jouer. On l'a rééquilibré, et là effectivement ça marchait mieux. Pareil au nombre de joueurs, hein, il y avait, selon si on était 5 joueurs, 6 joueurs, le plateau modulaire ça allait pas, enfin bon il y avait des gens plus favorisés que d'autres, etc. Une fois qu'on a réussi à l'équilibrer et que ça fonctionnait bien, eh ben en fait on a tellement été épuisé et dégoûté de tout ce travail qu'il a fallu faire, en fait on s'est rendu compte qu'on avait fait le travail, on avait fini le développement du jeu en quelque sorte. Je dis pas que c'est ce qu'on a fait, mais en tout cas on avait cette sensation d'avoir fait un travail, c'est-à-dire entre les FAQ au début, les points de règle, les trucs, on a débugué le jeu. C'était une version alpha qu'on avait achetée, et à l'époque je crois que c'était 50 ou 60 euros, je crois que c'était 50 euros, donc une version alpha un peu chère, qu'on avait débugué le truc, qu'on l'avait en fait fini, peaufiné, et qu'après il tournait. Mais du coup, nous, ça nous avait épuisé et écœuré. Et c'est à ce moment-là que Orléans entre en scène. Orléans arrive, et Orléans, il est parfait. C'est tout simple. C'est un régal. On est sur une mécanique similaire, hein, je vous ai dit sur le backbuilding. Il y a de la prise de territoire, on va dire, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans de l'Améritrash. Là, on est vraiment dans du jeu à l'allemande. Ça fonctionne nickel. Franchement, ça a été le vrai bonheur. Pour dire à l'époque, je vais faire un petit coucou à Nicolas, qui nous avait prêté, enfin qui m'a beaucoup prêté ses jeux pendant un moment. C'était ça, donc à l'époque, il travaillait chez Morning, et l'avantage, c'est qu'il avait beaucoup de jeux, mais qu'il n'avait pas trop le temps de les dépuncher, de lire les règles, etc. Et donc, on avait fait un deal, et en gros, il me prêtait ses jeux, donc j'avais accès à une ludothèque assez conséquente, et en échange, moi, je préparais les règles, etc., ce qui me permettait de lui transmettre, et il y avait un gain de temps, et au-delà du fait qu'on allait passer de très bonnes soirées à jouer. Et Orléans, je crois que c'est le jeu, j'ai dû lui rendre, je ne sais pas s'il s'en est un jour rendu compte, mais il ne me l'a jamais dit. Mais en tout cas, le petit défaut du jeu, qui était sur le matériel, c'était les punch, donc les jetons, qui à force de manipulation, en fait, s'abîmaient, quoi. Et je pense que Orléans, pareil, on en a fait tellement de parties, que quand j'ai rendu la boîte, je pense que les jetons, il n'y avait plus les personnages dessinés, les couleurs, elles étaient presque blancs. Pas entièrement, mais ils étaient vraiment bien usés, quoi. Donc c'est un jeu qu'on a vraiment poncé, qui est très bien réfléchi. Et surtout, il y a eu des extensions, dont une qui change tout. C'est-à-dire que là, on était sur un jeu compétitif, et il y a Orléans Invasion qui débarque, avec une idée saugrenue, qui est d'en faire un jeu coopératif. À l'origine, quand on lit ça, on se dit ouais, ça va être bancal, on est un peu tous pareils, on a très envie toujours quand on aime un jeu qui est plein d'extensions, et en même temps on est très critique dès qu'on nous annonce ces fameuses extensions. Voilà, le paradoxe du joueur. Et donc là, on nous propose un jeu coopératif. Donc tu vois, une aberration. Mais comme on est joueur, on est un peu cascadeur, ben voilà, l'expérience est réussie. C'est vraiment une nouvelle expérience. On est toujours sur la même mécanique. Il y a des petits points de règle différents, il y a des ajouts, il y a des choses qui changent, mais avec le même jeu, on a une sensation complètement différente. C'est d'une profondeur, c'est génial. Alors par exemple, à l'association, on a des joueurs qui y jouent très souvent. On ne dira pas leur nom, mais on y pense très fort. Et on les voit souvent un peu dépités parce qu'ils ne gagnent pas à tous les coups. Et je ne dévoile pas un grand secret. Mais en tout cas, voilà. Et pareil, Orléans Invasion, c'est introuvable actuellement, c'est plus édité, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a des histoires de droit ou de Matago qui déconnent, je ne sais pas. Je ne veux pas jeter la pierre à quelqu'un, mais c'est quand même dommage parce que je pense qu'il a non seulement sa place, alors je peux comprendre que sur des manières économiques, c'est peut-être pas bien d'en produire parce qu'on en a déjà vendu. Je ne sais pas combien ils en ont vendu, mais je pense qu'effectivement les ventes s'étiolent au fil du temps. Et pourtant, je pense qu'il fait partie de ces jeux qui prennent de la valeur sur le temps, justement, qui ont besoin d'un certain nombre de mois, voire d'années pour s'installer. Parce que je pense qu'Orléans c'est déjà bien installé,
Mais ça, vraiment, Invasion, il pourrait en fait être proposé sur d'autres jeux coop en fait. Je pense qu'il aurait totalement sa place parce qu'il n'a pas des règles insurmontables. Donc pour des joueurs qui ont un peu déjà de bagage ou quoi, qui ont déjà un parcours ludique, ça pourrait passer. Donc c'est vraiment dommage qu'il soit plus disponible. En tout cas voilà, c'était un de mes 10 jeux préférés. En numéro 7, j'ai mis Kanban de Vital Lacerda. C'est un jeu que j'ai eu un peu de mal à choisir parce que en fait les jeux de Vital Lacerda, moi je les aime tous. Donc c'était plutôt difficile d'en choisir un, mais ce que j'aime aussi dans les tops, en tout cas quand on parle des jeux qui nous plaisent le plus, c'est de faire des choix, parce que je pense que c'est important. Moi je déteste quand on nous sort des listes à rallonge de jeux, ça n'a aucun sens, ni queue ni tête, etc. Moi ce que j'aime c'est ça, c'est quand on fait le choix, quand on fait le choix de parler d'un jeu, quand on fait le choix dans une liste, c'est important, ça veut dire quelque chose. Et donc là il a fallu que je choisisse un des jeux de Vital Lacerda. J'ai pris Kanban parce que c'est par lui que j'ai découvert Vital Lacerda. Pour la petite anecdote, à l'époque, il y avait un site que maintenant je ne consulte plus pour des raisons éthiques, mais à l'époque en tout cas, c'était 20 jeux. J'adorais, c'était vraiment en général tous leurs tops, tous leurs articles, je lisais tout. C'était vraiment ma petite bible perso. Quand il y avait le top, je crois que c'était Jeux Experts, ça s'appelait. Quand il y avait un jeu dans ce top, soit je le connaissais, j'achetais. De toute façon, j'ai acheté tous leurs jeux qui étaient là. Soit c'était un jeu que je connaissais pas, direct j'allais voir ce que c'était, j'allais me renseigner, et en général il finissait sur ma table tôt ou tard. Donc en tout cas voilà, c'est comme ça que j'ai eu Kanban. Je me suis dit, parce qu'à l'origine, voilà, les graphismes c'était pas ça, ça avait l'air plutôt austère, la thématique, je crois que Kanban c'est un système de production, je sais pas, en tout cas voilà, c'est quelque chose que moi je connaissais pas, j'ai eu des joueurs qui sont venus à la maison, qui étaient plutôt ingénieurs, tout ça, qui connaissaient le système, et a priori c'était vraiment proche de ce qu'ils connaissaient. Et en tout cas, voilà, rien n'était attirant dans le jeu. J'ai quand même j'ai fait confiance à 20 jeux à l'époque, et ça a été un régal. En même temps, ça a été une souffrance, ça a été la première claque avec des règles, j'ai pris voilà, dans les dents, parce que vraiment, c'était impossible à lire ce truc. L'enfer sur Terre, quoi. Déjà, c'était écrit, si je me souviens bien, jeu, c'est à la première personne du singulier, jeu, et mais en fait, c'était pas la bonne idée. Ça semblait la bonne idée, c'est-à-dire qu'il y avait une histoire, on suivait l'histoire du jeu, puisque dans Kanban, en fait, il y a je sais plus si c'est la chef, manager en chef, ou je sais pas, la directrice, en tout cas, il y a un personnage qui va enclencher des événements dans le jeu, et en fait, c'est elle la narratrice. Et en fait, c'était une tannée à lire, vraiment le truc. Mais à l'époque, comme je faisais beaucoup de soirées jeux, c'est là où j'ai aussi appris à lire une règle, à la retransmettre aux autres. Et moi, ma petite astuce, je prenais du temps, hein, c'est pas quelque chose, je lisais pas les règles 1 heure avant que les gens arrivent. En général, je prenais 1 ou 2 journées, des fois, vraiment, où j'installais toute la table. Je préparais, parce qu'on mettait les petits plats dans les grands, on avait toujours des petites olives vertes, il y avait toujours de quoi grignoter à la maison. Donc j'installais le jeu, je faisais souvent un tour ou deux, histoire de comprendre la mécanique, les différentes implications, etc. Et ensuite, moi j'ai toujours appliqué une méthode, je pense que pour expliquer une règle, c'est comme un roman, comme un film, c'est de la narration. Donc il faut juste trouver, raconter une histoire. Et raconter une histoire, ça veut dire un début, un milieu, une fin, ça veut dire des retournements. Tout ça condensé, c'est-à-dire que moi je ne raconte pas toutes les règles. Il y a souvent des points de règle qui ne sont pas nécessaires à avoir dès le début de la partie, qu'on peut avoir en cours de partie. Il y a des choses qu'on peut juste effleurer. On n'est pas obligé d'aller dans le détail, sinon on perd les gens. En gros, les gens, ils ont une attention assez limitée. Je ne sais pas si c'est 7-8 minutes, un truc comme ça. C'est-à-dire que là, depuis le début de la vidéo, vous n'avez plus d'attention, vous êtes déjà barré ailleurs. Mais pour ceux qui sont encore là, en train de transpirer un peu comme moi, parce qu'il fait 400 degrés à la maison, voilà, il fallait trouver... moi, je comprends pas. Moi, des fois, on m'a expliqué des jeux, on a mis 40 minutes, quoi. C'est un enfer, c'est pas possible d'expliquer un jeu 40 minutes. Pour moi, ça doit être travaillé, et un jeu, ça s'explique en moins de 15 minutes, peu importe le jeu. En général, d'ailleurs, c'était souvent la blague avec les copains, je disais, moi, ce jeu-là, c'est 12 minutes, ce jeu-là, c'est 18 minutes, parce que j'avais travaillé au mieux l'explication, j'avais travaillé, pareil, souvent les explications de règles, ça se travaille dans le temps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des soirées, ou des fois où vous sortez votre jeu, il y a des questions qui reviennent, donc ça veut dire que cette question-là, il faut retravailler votre phrase pour plus qu'elle revienne. Et d'autres, vous voyez que c'était inutile de l'expliquer parce que ça va être redemandé plus tard, ou etc. quoi. Donc ça se peaufine. Et Kanban m'a permis de faire ça. Mais surtout, ça m'a permis d'avoir une belle expérience ludique avec une des mécaniques de choix de premier joueur que j'ai trouvé
enfin d'ordre de tour que je trouve génial. C'est vraiment quelque chose parfait et qui n'a pas été réutilisé à ma connaissance, ou peut-être de manière différente. En tout cas, voilà, on a un système où l'ordre de tour, les actions sont diffusées sur le plateau, et en fait, on va pouvoir faire l'action de l'endroit où on est. Sauf que c'est linéaire et qu'on joue dans l'ordre. Donc c'est-à-dire qu'on fera toujours cette action en premier, puis celle-là en fonction des joueurs. Sauf qu'on va pouvoir se replacer dessus et qu'il y a quelque chose d'intermédiaire. Donc il y a vraiment un système très très bien pensé. Comme toujours, de toute façon, Vital Lacerda, il travaille un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il réfléchit, il trouve une thématique, etc. Puis après, il va trouver des mécaniques qui vont servir sa thématique. Et c'est comme ça qu'il travaille un peu. On n'est pas sur quelque chose de plaqué, c'est plutôt l'inverse avec lui. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors moi j'adore tous ces autres jeux, hein, j'adore Galériste, qui est pour moi une vraie réussite, etc. Mais voilà, Kanban, ça reste quand même mon coup de cœur de tous ces jeux. C'est un jeu que j'ai toujours plaisir à remettre sur la table. Quand on me dit, bon allez on s'en fait une, ok, on est parti sur plusieurs heures. Avec une petite frustration, c'est qu'à chaque fois je me plante, je fais toujours ce qu'il faut pas, et je me dis, putain, la prochaine partie je ferai ça, sauf que la prochaine partie est tellement dans longtemps qu'à chaque fois j'oubliais ce qu'il fallait que je fasse. Mais voilà, c'était Kanban de Vital Lacerda. En 6e position, c'est Hansa Teutonica d'Andreas Steding. Hansa Teutonica, ça fait partie des jeux que je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, c'est typiquement le genre de jeu que j'aime. D'ailleurs, il est dans ce top, c'est pas pour rien. Mais à l'époque, vraiment, j'en avais mais jamais entendu parler. Et c'est des amis chez qui j'allais énormément jouer, qui un jour m'a dit, mais tu connais pas Hansa Teutonica? Comment? C'est pas possible! Hop, il me l'a sorti. Et là, ça a été la révélation, vraiment. Parce que le jeu, graphiquement, on va dire, ça n'a pas gagné beaucoup de prix, on va dire, là-dessus. Mais mécaniquement, c'est fluide, c'est efficace, c'est génial. Vraiment, il y a un côté interaction avec le copain, on regarde bien ce que font les autres, comment on va pouvoir les bloquer ou comment on va pouvoir les utiliser. Le système de points est très élégant. C'est pas vraiment une salade de points, il y a vraiment, on peut orienter son jeu, etc. Et pareil, il a sorti des extensions, donc qui sont des plateaux, qui sont juste parfaits. Ça rajoute pas juste des nouveaux territoires ou autres, mais vraiment une autre manière de réfléchir le jeu. Enfin voilà, pour moi, ça fait partie des meilleurs jeux de tous les temps. Ça fonctionne très bien. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est plus édité aujourd'hui. Et je pense que c'est un jeu qui aurait mérité plus de prendre son temps ou d'être en tout cas remis au goût du jour. C'est vrai que les dernières extensions, il n'y avait pas eu vraiment de communication dessus. C'est un jeu qui a un peu été laissé à l'abandon. Et dommage parce qu'en fait, ça devient une pépite pour tous les joueurs amateurs qui y ont joué. En tout cas, une grande majorité des gens qui l'ont découvert, ça fait partie de leur gros coup de cœur, quoi. Et donc voilà, c'est dommage. Ça fait partie des jeux qui auraient dû être plus poussés. En tout cas, ça fait partie de mes 10 jeux préférés. En 5e position de mes jeux préférés, il y a Decrypto, de Thomas Dagenet-L'Espérance. Decrypto, c'est pour moi le meilleur jeu de réflexion autour de lettres, autour de mots, autour de jeux d'ambiance comme ça. Moi, je suis très très client de tout ce qui est voilà, jeu de mots, jeu d'écriture, réflexion sur ça. Voilà, ça me passionne, j'adore ça. Et Decrypto est exactement ce que je recherchais. C'est-à-dire, ce que j'aime pas dans ce genre de jeu qu'on retrouve habituellement, ça peut être par exemple quelque chose, le consensus. J'aime pas quand en fait il faut retrouver le mot le mot commun que tout le monde doit trouver, etc. Et il y a certains jeux comme ça qui pénalisent un peu l'originalité, l'inventivité. Moi, ce que j'aime, c'est au contraire ça, c'est réfléchir le mot le plus subtil, la petite chose comme ça qui se démarque du reste. Si on prend un peu un jeu qui peut être dans la même gamme qu'un Decrypto, même si pour moi il est moins bon en termes de profondeur de jeu et d'expérience ludique, on va dire on a un Codenames. Sauf que Codenames, si on est trop original, etc., on est pénalisé. C'est vraiment pas fait pour ça, il faut trouver plutôt un consensus pour que les autres joueurs trouvent. La petite différence aussi, je dirais, c'est que Codenames, il est immédiat quand on le voit. N'importe qui peut y jouer tout de suite. Sauf qu'en termes de profondeur, voilà, on fait vite le tour, il n'y a pas vraiment de metagame qui va se mettre en place, etc. Alors que Decrypto, effectivement, il y a un frein déjà, c'est un jeu à investissement, c'est-à-dire qu'il faut passer la barrière de l'explication de la règle, du matériel qui parfois peut être, moi je trouve génial, mais qui peut aussi, qui est moins immédiat à comprendre le fonctionnement du jeu.
Mais dès qu'on a fait un tour de jeu, on a compris et on est dedans. Et là, au contraire, on peut développer toute sa subtilité, chercher des mots tout en restant cohérent, mais il y a ce côté compétition avec les autres qui vraiment fonctionne très bien. Et dans ce genre de jeu, en général, le mode par exemple 3 joueurs, c'est pas du tout le mode qui va fonctionner. Bah, lui, le mode fonctionne très très bien aussi. Donc on peut jouer à nombreux, on peut jouer à 3. On avait fait une soirée vraiment excellente là-dessus. Donc voilà, Decrypto pour moi c'est le top de ce genre de jeu, que je mettrais avec un autre qui est au même niveau. Alors, qui a été un peu bouffé par l'arrivée de Codenames à l'époque, c'est Yes, donc de Romaric Gallonnier, qui est aussi l'auteur de Arg, le jeu préféré de ma fille. Voilà. Donc un jour, je ferai peut-être... parce qu'en ce moment, c'est la mode. Hein, vous savez, de trouver quelqu'un de sa famille et dire tiens, vas-y, fais ton top sur ma chaîne. Donc peut-être il y aura le top 10 des jeux préférés de ma fille. Mais attendez-vous à des grosses surprises. Il risque d'y avoir du Vital Lacerda. Non, en tout cas, voilà. Yes, pour moi, c'est un jeu, pareil, immédiat. Ça fonctionne très bien. Et on peut être original. On peut chercher la subtilité. Ça va fonctionner aussi. Alors, il y a deux modes. Il y a le mode compétitif et coopératif. J'avoue que j'ai jamais joué au mode compétitif. Je suis toujours joué au mode coopératif. Mais voilà, c'est pareil. Ça change des autres jeux qui sont toujours en compétitif. Là, on a une autre manière de faire. Donc Yes et Decrypto, c'est les deux jeux que je mettrais. Vraiment, c'est deux coups de cœur. Ça fonctionne toujours très bien. J'ai toujours autant de plaisir à y jouer. Parce que justement, je peux être original. Je peux développer cette capacité à trouver des mots, à trouver des choses, des sens qui des fois n'ont pas de sens pour les autres. C'est pas grave. Il y a ce côté toujours rigolo où on va se marrer. Donc voilà, n'hésitez pas. Si pareil, vous n'avez jamais joué à Decrypto ou à Yes, foncez. C'est vraiment du jeu d'ambiance accessible à tous. En numéro 4 de ce top 10, c'est Five Tribes de Bruno Cathala. Five Tribes, je crois que c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué depuis que je joue aux jeux de société. Moi, de mémoire, j'aime à dire entre 50 et 100 parties, mais peut-être plus. J'ai plus le carnet de score, mais parce que je revends tout, moi, je suis comme ça. Je ne garde rien. J'ai une ludothèque de moins de 20 jeux. Voilà, je suis pas dans la collectionnite. Mais donc Five Tribes, pour la petite anecdote, que j'ai dû déjà raconter, mais c'est pas grave, je recycle. C'était au festival Alchimie des Jeux de Toulouse. Bruno Cathala venait présenter son jeu, donc qui n'était pas encore sorti. C'était pas encore, je pense que c'était déjà une version, pas sûr que ce soit un proto, c'était déjà peut-être une version pré-prod ou un truc, enfin c'était assez propre dans mes souvenirs. En tout cas, voilà, je me retrouve à vagabonder. À l'époque, j'étais comme une groupie, je tournais autour du seul auteur sûrement que je connaissais de nom. Je connaissais pas trop de gens dans le secteur, donc je tourne comme une groupie comme ça autour de la table, et il se trouve qu'il était en train de discuter avec un monsieur, je pense que ça devait être un éditeur, mais je suis pas sûr. Et donc il doit faire jouer le jeu à cette personne, et comme ça se fait dans ce cas-là, on alpague les gens autour, et autour c'était moi. Donc je me retrouve à jouer à la table, très contente, un peu intimidée, etc. Et ce qui était génial, donc on fait le jeu. Ce qui était génial, c'est, enfin moi en tout cas ça m'a marqué, c'est pendant la partie, Bruno Cathala expliquait que dans son jeu, ce qui était bien, c'est que même si t'es pas bon, il y a un moment dans le jeu où tu feras un bon coup. Et tu seras suffisamment satisfait pour avoir pris du plaisir au jeu. Et c'est vrai, dans la partie, j'avais fait un bon coup et j'étais bien content de moi. À l'inverse, il avait dit que sur une première partie, on était, je crois, à 90 points ou 100 points. Et en tout cas, moi, je crois que j'étais dans les 80. J'avais complètement foiré le truc. Mais j'ai quand même adoré le jeu. C'est vraiment la mécanique, la subtilité, le fait qu'on puisse vraiment s'orienter soit sur les pouvoirs, soit sur les cartes marchands, etc., etc. Donc quand j'ai eu le jeu en main, je crois que j'ai dû perdre quelques parties, en tout cas les premières. Je me souviens même que j'organisais beaucoup de soirées, donc je me souviens même une prof de maths qui était venue, qui nous avait défoncé. Et on avait fait une deuxième partie après, elle nous avait mis encore plus avec des scores, mais j'avais jamais vu ça. Je me dit ah ouais quand même, c'est vraiment. Elle connaissait pas du tout le jeu, je crois qu'elle jouait très très peu aux jeux de société. Enfin voilà, on s'est dit c'est vraiment des maths quand même le truc. En tout cas voilà, j'ai mis, je sais pas, je dirais une bonne dizaine de parties à essayer de comprendre le jeu, à essayer de. Au début, je fais comme tout le monde, je compte les cases, on passe un temps fou. C'est quand même un jeu où on peut avoir un analysis-paralysis monstrueux, quoi. Donc faites attention avec qui vous jouez. Et un jour, ça s'est débloqué. J'ai eu, je sais pas, la petite révélation, le petit truc.
et j'ai jamais plus reperdu une seule partie, que ce soit à deux ou à plusieurs. À chaque fois, voilà, j'avais trouvé le truc pour prendre des décisions assez rapidement. J'avais compris des petites choses. Il y a aussi un peu l'ambiance qu'on peut créer autour de la table pour influencer ou pas les gens autour de la table, etc. Donc voilà, ce jeu, moi je le trouve toujours aussi plaisant à jouer. Je trouve qu'il est très profond, qu'on a l'impression en fait qu'il n'y a pas énormément de choses, alors qu'en fait si, dès qu'on a appris ou compris les différentes formes, les différentes mécaniques qu'on peut mettre en place, en fait on passe plus de temps à vraiment regarder le plateau, on sait exactement, on se dit ouais, voilà, il me faut telle couleur, on sait analyser quel endroit, etc. Regarder. Pareil, l'ordre de tour, la mécanique d'enchère pour choisir son tour, moi je trouve ça vraiment très très bien. Et à deux joueurs, je trouve que c'est encore plus efficace. Il y a vraiment un côté tactique à essayer de jouer deux fois de suite. Alors des fois, quand on sait comment ça marche, eh ben, on va essayer de faire surenchérir l'autre, etc. Parce que bah, voilà, on peut jouer deux coups d'affilée, c'est-à-dire qu'un coup pour préparer son terrain et un deuxième pour vraiment scorer, quoi. Donc il y a vraiment un côté très très plaisant. Donc ça fait partie, voilà, des jeux que j'adore, quoi, qui fait vraiment partie de ce qu'il faut avoir dans une ludothèque. Quand on aime les jeux, on va dire un peu plus core gamer, etc., quand on a un certain parcours ludique, ça fait partie de ceux. Après, voilà, c'est aussi un jeu qui peut être très clivant, c'est-à-dire que soit on rentre dedans, soit vraiment on passe à côté en se disant mais je comprends pas, quoi, ça n'a pas de saveur, etc. Voilà, ça fait partie de ce genre de jeu, mais quand on rentre dedans, c'est vraiment génial. Il y a eu des extensions, j'avoue que je les avoir essayées une ou deux fois. Je suis pas très fan. Moi, je trouve que quand un jeu, il se suffit à lui-même parfois. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus. Et en fait, j'ai pas l'envie d'aller chercher autre chose que ce que le jeu de base me propose, quoi. Donc voilà, c'était en numéro 4, Five Tribes. Donc là, on rentre dans le top 3 des jeux préférés. Donc là, on monte sur les podiums. Et c'est un jeu que j'ai déjà beaucoup parlé, qui est mon jeu préféré de l'année dernière, donc 2018, qui est Détective de Ignacy Trzewiczek. Ouais, je ne sais pas le dire, je vais Trzewiczek. Voilà, on va dire que ça doit être à peu près ça la prononciation. C'est vraiment une de mes meilleures expériences ludiques pour un jeu. Alors c'est un jeu, ce qu'on appelle fini, c'est-à-dire que quand on a fini les 5 enquêtes, voilà, tout est dit, on ne va pas le refaire forcément. Mais par contre, l'expérience qu'il propose, en tout cas, c'est ce que moi j'aime. Moi, j'adore tout ce qui est jeu d'enquête, tout ce qui est énigmes, etc. Même si je suis très mauvais là-dedans, mais voilà, j'adore ça. Ça fait partie des sensations que j'aime le plus, quoi, d'être là à réfléchir, essayer de résoudre quelque chose. Et détective, sa force, voilà, bon, je ne vais pas en refaire tout le scénario, hein, mais sa force, c'est ça, c'est de nous mettre en situation, de vraiment... La mécanique nous permet d'incarner un détective, de ne pas être quelqu'un qui joue un détective, mais vraiment d'être un détective. Donc vraiment, la première boîte est géniale. Donc dernièrement, on a fait l'extension Crime Los Angeles, qui se passe dans les années 80. Donc je vais peut-être vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Donc c'est toujours aussi bon, franchement. La qualité du jeu est toujours au même niveau. Par contre, l'expérience a été moins... en tout cas pour moi, je suis passé un peu en dessous. Un peu en dessous de... Alors forcément, il n'y a plus le côté découverte. Voilà, quand on ouvre Détective et qu'on commence à y jouer, chaque enquête, les 5 premières enquêtes, à chaque fois c'est un renouveau, c'est quelque chose... Il y a plus ce côté nouveauté. Donc forcément que ça pouvait pas être aussi bien. Mais en fait, la fausse bonne idée du jeu, c'est de se passer dans les années 80. C'est-à-dire que c'est très excitant. Moi, c'est ce qui me faisait le plus envie. Et en même temps, du coup, les contraintes liées à la technologie, le fait qu'on utilise un site, qu'on va sur le net, etc., du fait que ça se passe dans les années 80, que c'était pas pareil, déjà le site dégueulasse à lire, vraiment ambiance BIOS ou Windows 3.1 de l'époque, etc. Donc c'est pas agréable en fait. Et du coup, c'est très limité en termes de recherche sur le net, etc. Même si on va quand même encore faire des recherches, c'est moins fouillé. On aurait eu envie en fait, ce qui manquait à la première boîte, c'était peut-être ce côté quatrième mur qui n'était pas assez brisé, même s'ils y allaient, etc. Là, on sent que ça n'a pas été plus loin, et c'est un peu dommage. Il y a eu un petit deuxième bémol, mais qui n'est pas la faute du jeu, là, qui est ma faute à moi, c'est que j'ai passé l'été à regarder des films avec ma fille, j'ai fait découvrir plein de films des années 80, et manque de peau, dès le début du scénario donc de cette nouvelle boîte, je vous dis rien, vous inquiétez pas, mais dès le début j'ai une intuition.
Donc je jouais avec un copain et j'ai fait, ben, à tous les coups c'est ça. En tout cas ça me fait penser à tel film. C'est exactement ça. Et du coup, je suis tombé juste. C'était une intuition, hein. J'ai pas réfléchi mieux que ça. C'est juste que j'avais vu quelques jours avant un film où le scénario était assez proche. Et du coup, voilà, ça m'a un peu gâché le truc. C'est-à-dire que j'étais content de découvrir quand même l'histoire, de réfléchir. Tout n'est pas aussi... c'est pas parce qu'on sait que forcément ça nous donne les solutions ou quoi. Mais à l'inverse, du coup, ça m'a un peu gâché le plaisir de la surprise, de se dire «Ah, c'est ça, ils ont pensé à ça». Ben non, j'y ai pensé aussi parce que j'avais vu un film avant. Donc voilà. Sinon, il y a 3 enquêtes dans cette boîte, donc c'est vrai qu'il y a un côté frustrant. Nous, on a mis 9 heures pour la faire, donc à peu près 3 heures par enquête. On s'est fait ça en une nuit blanche encore, et on ne sait pas si c'est ça, mais en tout cas, les 2 premières enquêtes sont très bien ficelées. Il y a moins le côté, moi ce que j'aime à dire, c'est que la boîte de base de détective, c'est une série. C'est-à-dire vraiment, on suit une histoire avec des rebondissements, des cliffhangers, des choses vraiment comme une série télé. Là, on a plutôt affaire à 3 films. C'est-à-dire avec les mêmes personnages et tout, mais c'est 3 films, donc 3 ambiances, 3 histoires complètes, même s'il y a un fil rouge, etc. Et le troisième film de la trilogie, bah, je sais pas, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Alors, on ne sait pas si c'est parce que nous, on était assez fatigués. Il faut dire qu'à la fin, c'était plutôt des joueurs zombies autour de la table que des enquêteurs aguerris. Mais il y a un truc qui marchait pas. Là où dans la boîte de base, chaque scénario amenait un changement de mécanique ou en tout cas un changement de situation qui nous mettait, nous joueurs, dans une autre manière de réfléchir le jeu, de le comprendre, de l'apprécier. Bah là, on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose, qu'ils se sont dit bah, il faut qu'on fasse ça, mais ça ne marche pas. Il y a un petit truc qui, en tout cas pour nous, ça n'a pas marché. Alors ça reste cohérent, ça reste bien écrit, mais la dernière nous a semblé moins forte, moins profonde que les autres. Du coup, on est sorti avec un petit coup de déception, tout en disant quand même que Détective, ça reste, pour moi, hein, la nouvelle référence du jeu d'enquête. Clairement, ça a mis une sacrée claque à Sherlock Holmes Détective Conseil. Ça fonctionne beaucoup mieux qu'un Chronicles of Crime, qui est quand même toujours très, très intéressant. Hein. Mais vraiment, Détective, c'est la Rolls-Royce, quoi. Avec quand même voilà, ce LA Crime qui est un petit peu en deçà. En tout cas, il y a quelque chose qui a moins bien fonctionné, même si on a pris énormément de plaisir. Parce qu'on ne fait pas 9 heures de jeu si on n'a pas de plaisir, hein, je ne vous le cache pas. Mais voilà, donc à voir ce qu'ils vont proposer par la suite. Mais j'espère vraiment qu'ils vont, vont pas vouloir sortir des extensions trop vite. Et plutôt qu'ils vont essayer voilà, de travailler l'expérience comme ils l'ont fait avec la première boîte. Et pareil, dernière petite chose qui est un peu décevante, c'est que dans la première boîte, si vous vous rappelez, si vous allez voir la vidéo, j'avais râlé qu'on nous ait pas mis les goodies, les fameuses photos, parce que je trouvais que faire un mur d'enquête, etc., c'était nécessaire, ça faisait partie de l'ambiance. En gros, plus on rajoutait de l'ambiance pour se mettre dans la peau du détective, et plus le jeu prenait une autre dimension, quoi. Ben, dans les crimes, j'ai trouvé ça complètement dispensable. On n'a pas eu besoin ni envie de refaire un mur avec des post-it, de se remettre là-dedans en fait. C'était pas nécessaire. Du coup voilà, il y a une petite perte aussi là-dessus. Voilà, je sais pas si peut-être vous, dites-moi ceux qui l'ont fait, si vous avez ressenti un peu ça. En tout cas voilà, ça reste quand même dans mon top 3 des meilleurs jeux de tous les temps, c'est Détective. En numéro 2, et là attention, on arrive en haut du podium, donc là on va tutoyer la Voie lactée, c'est 2R1B, et là vous vous dites mais de quoi est-ce qu'il parle? C'est Two Room and One Boom, que moi j'aime bien, Two Room and a Boom, qui est pour moi un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur jeu à rôle caché. C'est vraiment une vraie pépite. Ces deux, alors Sean McCoy et Alan Grading, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, quand je recherche dans ma tête, vous voyez, je danse. C'est le petit personnage qui est dans ma tête, il danse, donc je refais les mêmes gestes par mimétisme. Donc Two Room and a Boom, c'est vraiment, donc c'est un jeu à rôle caché. Il y a 2 équipes, on ne sait pas qui est avec nous, on sépare les gens en 2 salles. Et tout le sel du jeu, ça va être d'aller... je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit tout le sel d'un jeu, mais voilà. Donc l'essence même du jeu,
c'est la recherche d'informations, c'est du social deduction. Donc on va essayer de déterminer qui est dans notre équipe, qui a quel rôle, etc. Puisqu'on a plein de rôles. Il y a plus d'une centaine de rôles dans la boîte, mais même avec une dizaine, ceux de base plus quelques-uns, on arrive à créer une ambiance. Donc c'est un jeu qui joue, moi j'aime à dire, entre 15 et 20 minimum, mais entre 15 et 30. Au-delà de 15, de toute façon, c'est un excellent moment à passer, quoi. C'est très rapide, on est à moins de 15 minutes la partie. C'est ultra efficace, ça marche avec tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut être un joueur aguerri avec un long parcours ludique et quelqu'un qui découvre le jeu de société moderne. Ça marche. Dans la soirée, comme c'est des parties courtes, on peut aussi faire une partie et se dire c'est pas trop pour moi. Ça plante pas la suite. On peut continuer avec un joueur de moins, deux joueurs de moins, faire rentrer des gens au fur et à mesure de la soirée. C'est très vivant. Moi, j'ai organisé pas mal de soirées là-dessus, que ce soit à la maison. Alors moi, chez moi, par exemple, je mettais des gens. Il y avait une partie sur le balcon et une partie dans la maison. On a fait des soirées à plus de 20. C'était top, puisque donc on a des joueurs dedans. On a l'équipe bleue, l'équipe rouge. Chez les bleus, on a l'équipe bleue, hein, tout simple, les troufions, et on a le président. Et chez l'équipe rouge, on a les troufions rouges et le terroriste. On fait des échanges en fait d'otages pendant la partie, et à la toute fin, le terroriste se fait péter. S'il est dans la même salle, la même pièce où il y a le président, les rouges ont gagné. S'il est dans l'autre pièce, c'est les bleus qui gagnent. C'est ultra simple. Ensuite, on rajoute plein de rôles qui vont avoir soit des objectifs communs. Ça va être par exemple le médecin, parce que le président il a un souffle au cœur, donc s'il ne croise pas le médecin avant la fin de la partie, bah, il meurt, et donc c'est les rouges qui vont gagner de fait. Mais le rouge, en même temps, le terroriste est parti un peu vite, il a oublié de régler sa bombe, donc il doit trouver l'ingénieur. Et voilà, il y a plein de rôles comme ça, il y a des espions, donc des gens qui sont rouges, en fait qui ont une carte bleue, de couleur bleue, etc. Mais on a aussi des joueurs qui sont gris, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une manière de gagner qui leur est personnelle. Donc tout ça, ça crée vraiment des échanges d'informations, de négociations, des interactions, c'est très vivant, il se passe toujours quelque chose. Et moi à l'époque, je disais souvent aux gens, parce que quand on était sur le balcon, là où j'habitais, bah, ça faisait un peu embêter les voisins parce que ça hurlait et tout. Donc je disais toujours, je sais que vous n'allez pas pouvoir vous retenir, mais n'oubliez pas, quand on va révéler où est le terroriste, ne criez pas. Et ça manquait jamais, c'est-à-dire dès qu'on disait « Ah, le terroriste est là », ouais, ça gueulait dans tous les sens, etc. Et là, j'espère que j'ai pas cramé les oreilles des gens au micro. Donc voilà, Tour and Boom, ça fait partie des jeux que je trouve dommage qu'ils n'ont pas été édités en France. Alors tu as encore un point, on voit qu'il y a beaucoup de jeux Yellow dans cette... J'ai pas mis que des mauvais points Yellow, je voulais leur en mettre, mais bon. Mais là quand même, c'est un très mauvais point pour Yellow, parce que c'est eux qui l'ont eu en main. Je crois, peut-être je dis des bêtises, mais il me semble que... Donc je crois que la personne qui s'occupait du jeu, chef de projet, n'est plus chez Yellow. Mais je crois qu'aussi il y a eu des divergences avec les éditeurs, les auteurs originaux. Je crois qu'ils voulaient peut-être faire des changements, des points de règle, ou peut-être changer des choses. Et je crois que les auteurs originaux, ils voulaient pas que leur jeu change. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas besoin de le changer en fait. Que je pense qu'il marche très bien, en tout cas qu'il aurait complètement sa place. Les gens recherchent ça, des jeux à nombreux, à rôle caché, dynamiques, qui sont complètement différents de ce qu'on connaît déjà, où on bouge, où on est debout, où on est actif. C'était vraiment très bien. Donc dommage qu'il ne soit toujours pas en français. Depuis, et donc c'était un KS à l'origine, c'est un vieux KS maintenant, je crois qu'il a 3-4 ans le jeu, peut-être même un peu plus, qui sont sortis une extension qui est le Necroboomicon, qui est un peu dans l'univers Cthulhu, qui rajoute encore des nouveaux personnages, avec plein de nouveaux effets. Comme je vous ai dit, on sépare les gens, il y a un moment où on échange des otages, mais il n'y a pas d'interaction entre les salles. Donc c'est le seul moyen d'avoir des infos de l'autre salle, c'est quand les gens viennent de l'autre côté et nous de renvoyer des gens, etc. Dans le Necroboomicon, en fait, on va avoir donc c'est Cthulhu, donc on va avoir des tentacules par exemple, c'est un pouvoir qui permet d'aller choper quelqu'un dans une autre salle et de le ramener chez nous. On va avoir beaucoup comment on appelle ça, de morts subites. Normalement, comme je vous ai dit, une partie c'est 15 minutes, c'est un temps. C'est 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Donc c'est vraiment des manches de plus en plus courtes et de plus en plus dynamiques. Et dans l'extension, en fait, on va avoir des personnages qui, si on active leur pouvoir ou s'il y a certaines situations, ça met fin à la partie immédiatement. Du coup, ça rajoute une certaine tension. Et ça peut être voilà, sur des parties très courtes aussi, très dynamiques. Donc voilà, Tour and Boom, j'espère que vous aurez l'occasion d'y jouer. Je crois qu'il y a la possibilité de récupérer le PNP
d'une partie des cartes du jeu, donc il y a déjà de quoi s'amuser, et ça fonctionne toujours très bien. Si vous allez dans un bar ludique, c'est génial. Pour faire ça, vous allez trouver du monde, etc. En numéro 1, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, parce que si vous suivez cette chaîne, vous savez déjà de quel jeu je vais parler. Il s'agit de Tricarion, le Saint Tricarion de Victor Peter et de Richard Hamann. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce jeu. Il y a déjà des vidéos qui en parlent sur ma chaîne. Je vous invite, soit je les mettrai, c'est là, je les mettrai dedans, soit je vous invite à aller fouiller. Soyez un peu curieux, fouillez un peu sur ma chaîne. Il y a sûrement des tas de vidéos très intéressantes que vous n'avez pas vues. Il y a aussi beaucoup de vidéos pas du tout intéressantes et que peut-être vous avez vues. Donc c'est l'occasion de découvrir les biens que vous n'avez pas vus. Donc voilà, Tricarion, c'est pour moi, en termes d'édition, en termes de profondeur de jeu, j'aime tout dans ce jeu. J'y vois quasiment, non, j'y vois aucun défaut. J'ai toujours autant plaisir à l'expliquer, à y jouer. Alors c'est vrai que c'est pas un jeu pour tout le monde. C'est clairement un jeu pour core gamer, pour quelqu'un qui a déjà un parcours ludique assez conséquent et qui a envie voilà, d'aller sur un jeu où la durée des parties, on est sur 2h30, 3h minimum. Où il y a beaucoup d'infos à prendre, même si tout est logique. Quand moi j'explique, j'essaie toujours de l'expliquer de la manière du magicien. Et effectivement, chaque action qui a des petits points de règle, un peu des petites particularités, quand on se place à la place du magicien, en tout cas du prestidigitateur qui fait un spectacle, j'ai un peu bafouillé là-dessus, tout est logique et tout est cohérent, et du coup la règle devient un peu plus limpide. Et je sais toujours, il y a 2-3 points de règle, je sais qui posent problème. Donc voilà, je sais où appuyer, où expliquer. Donc voilà, c'est un jeu pour moi, pour l'instant en tout cas, inégalé. Il y a l'extension qui doit arriver, elle est dans les cartons quelque part, donc elle devrait arriver d'ici la fin de l'été chez les gens qui l'ont commandé. J'espère pouvoir y jouer, parce que j'ai vraiment hâte de ça. Voilà, ça fait partie de mes gros coups de cœur, et ça fait maintenant plusieurs années. Et donc là, si vous voyez un peu le top 10, il y a un peu des jeux récents et un peu des jeux assez anciens. Et en fait, ce qu'on pourrait retenir, c'est ça, c'est qu'il y a des jeux qui n'ont pas réussi à être détrônés, en fait. Je ne sais pas si c'est inquiétant, si ça veut dire quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Il y a des jeux qui, malgré leur ancienneté, ont gardé toute leur fraîcheur, toute leur saveur, sont toujours d'actualité. Et en même temps, on cherche toujours à trouver peut-être une nouvelle pépite, un nouveau jeu qui pourrait rentrer dans ce top 10. Donc voilà. Je pense que si je le refaisais dans 2 ou 3 ans, il aurait très peu bougé. Je pense qu'il y aurait peut-être 1 ou 2 jeux qui auraient été déplacés ou sortis. Mais voilà, en gros, là, on a vraiment les 10 jeux que j'aime le plus. Et pour le coup, ça n'a pas été dur à faire, parce que c'est ceux que Enfin, pour moi, ça a toujours été les mêmes, donc je sais lesquels vont dans ce top, etc. Et c'est quand même un très bon exercice. Donc moi, je vous invite, si vous voulez, à faire votre petit top 10. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mettez pas de pouce, de partage, on s'en fout. Par contre, en commentaire, voilà, ça m'intéresse de voir un peu, vous, votre top 10. Voilà, si vous arrivez, parce que c'est pas facile pour tout le monde, hein, peut-être mettez-en moins que 10. Hein. C'est pas facile de dire, voilà, ce jeu-là, il mérite d'y être, et pas tel autre. Parce qu'en fait, évidemment que j'ai pris les 10 qui me plaisaient le plus, mais qu'il y en a beaucoup plus que j'adore et que j'aime. Mais voilà, ceux-là, c'est vraiment ceux pour qui, voilà, moi, le critère, c'est un jeu que si on me le sort tout de suite, j'y joue, sans hésiter. Voilà, c'est ça le vrai critère. Il y a des tas de jeux où je vais avoir envie à certains moments, pas à d'autres. Mais là, clairement, sur ces 10-là, n'importe qui, à n'importe quel moment, je peux quitter une salle de cinéma si on me propose tout de suite un Tricarion. Voilà, je deviens fou, je perds mes moyens. Donc voilà, c'était mon top 10. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.